Les affirmations et opinions présentées dans ce documentaire n'engagent que son auteur et ne sont nullement représentatifs du discours officiel sur ce sujet. À la fin des années 70, les médias s'emparaient d'un dossier qui allait faire couler beaucoup d'encre. L'affaire Humo fut révélée au grand jour, et l'on ne compte plus les articles de presse, émissions de télévision ou de radio qui y ont consacré leur thème. Le dossier Humo, également identifié comme l'affaire Humit, concerne une correspondance écrite et téléphonique que des individus extraterrestres auraient entretenue à l'échelle planétaire durant des dizaines d'années avec des humains. Ce sont des Espagnols qui, à partir de 1975, dévoilent une infime partie des courriers et enregistrements téléphoniques dont ils disposent. L'affaire fait alors grand bruit et de nombreux scientifiques se penchent alors sur le contenu de ces documents. Rapidement, il fut avéré qu'un important réseau fut établi entre un groupe d'individus nommé Humit et d'innombrables personnes à travers différents pays. Des réseaux espagnols, français, allemands, canadiens, américains, russes et même australiens furent ainsi identifiés. Ces personnes contactées, généralement proches du milieu scientifique ou intellectuel, recevaient régulièrement, par courrier ou par téléphone, des messages provenant des Humites. Ce fut ainsi que des milliers de lettres dactylographiées furent mises au jour et sortirent des tiroirs du monde entier. Ces courriers regorgeaient d'informations concernant leurs mystérieux expéditeurs. Certaines grandes personnalités du monde scientifique, comme Jean-Pierre Petit ou Martin Costello, s'intéressèrent à ces documents. Et le long travail qu'ils effectuèrent sur des centaines de lettres, qui leur fut généreusement transmise, permit de dévoiler une histoire particulièrement intrigante. En effet, ces nombreux courriers contenaient des informations scientifiques, précises et techniques sur une civilisation extraterrestre présente sur Terre depuis les années 50. Ces lettres, écrites dans différentes langues en fonction des destinataires, apportèrent une foule d'informations sur ces fameuses Humites. Des textes complets traitaient de domaines aussi variés que la sociologie, la géologie, la morphologie, la technologie ou l'histoire des habitants de la planète Humo. D'après les informations transmises dans ces lettres, nous pouvons ainsi retracer point par point chaque détail de cette histoire. Tout commence en février 1934, quand un navire scientifique norvégien, situé près de Terre-Neuve, émit un message à haute fréquence en morse. Les ondes ainsi émises se propagèrent jusque dans l'espace. Ce signal traversa le cosmos en direction de la constellation de la Vierge et finit par atteindre la planète Humo, à plus de 14 années-lumière de la Terre, en 1948. La civilisation des Humites, qui demeure sur cet astre, comprit rapidement que cette émission d'ondes ne pouvait être naturelle et qu'elle résultait d'une forme avancée d'intelligence extra-humite. Les habitants de la planète Humo décidèrent donc d'envoyer un petit contingent sur la planète d'où avaient été émises ces ondes, afin de pratiquer une étude approfondie de cette civilisation dont ils n'avaient pas connaissance. C'est ainsi que le 28 mars 1950, dans le sud de la France, près de Digne-les-Bains et du village de la Javie, un aéronef extraterrestre en provenance de la planète Humo atterrit. Oui, effectivement, disons que l'histoire commence bien entendu en Espagne pour ce qui est connu jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, mais la base de l'affaire Humo commence à la Javie, dans les Alpes de Haute-Provence. Le 28 mars 1950, donc, un atterrissage a eu lieu dans les environs de la Javie. On dit environ 8 km de la Javie, c'est entre le sommet du Couard et le Cucullon. Bien entendu, nos recherches se sont passées de ce côté-là. On sait que les Humites ont laissé
un contingent d'extraterrestres sur Terre. Et ce contingent-là a vécu environ à peu près 2 ans dans le département des Alpes d'Haute-Provence. Et divers phénomènes se sont passés pendant ce temps-là, c'est-à-dire qu'il y a eu un vol de compteur électrique dans une ferme nommée La Dépense, qui se situait à 4 km de la Javie. Alors tout ça, ça nous a fait faire des recherches vraiment très poussées. Toi et ton équipe du CE, vous êtes allés maintes fois sur place. Vous avez quand même constaté, dans l'époque récente, des choses un peu bizarres. D'abord, nous avons contacté la gendarmerie des Alpes de Haute-Provence, bien entendu à Digne, à une époque, et je ne citerai pas de nom pour ne pas mettre des personnes qui sont encore en service là-dedans, un capitaine de gendarmerie qui m'a dit, mais monsieur Voirino, il y a eu, dans les années 75, avec monsieur Claude Poher, qui était le chef des sections fusées au CNES à ce moment-là, une reconnaissance dans le Cheval Blanc, dans les montagnes du Cheval Blanc, pour rechercher la grotte que les extraterrestres, que les humides auraient laissée avec du matériel humide. Et ce capitaine de gendarmerie m'a précisé que, effectivement, Claude Poher avait trouvé la grotte, plus le matériel qui s'y trouvait à l'intérieur encore à l'époque. C'est ainsi que des humides, membres d'une civilisation extraterrestre, se trouvaient désormais sur Terre. Le but de leur visite était d'étudier la biosphère, l'atmosphère et la culture humaine, sans toutefois interférer avec elle, et sans que cette étude n'affecte le devenir des habitants de cette planète. Après avoir longuement observé les hommes, les humides décidèrent d'entrer en contact avec eux dans le cadre d'une étude approfondie du comportement terrestre. Le mot d'ordre en provenance de la planète Oumo était que ce contact ne devait en aucun cas affecter la population étudiée. L'évolution et l'histoire de la civilisation humaine ne devaient sous aucun prétexte être impactées par l'étude réalisée. C'est ainsi que ces êtres extraterrestres décidèrent d'engager une correspondance écrite et téléphonique avec des individus sélectionnés dans différents pays, afin d'étudier à distance leurs réactions et leur comportement face aux informations transmises. Des milliers de lettres et des heures d'appels téléphoniques furent ainsi émis par les habitants d'Oumo présents sur Terre. En quelques années, un réseau planétaire se forma, regroupant dans chaque pays les participants de cette étude. Lorsque, dans les années 70, le réseau espagnol divulgua une partie du contenu de ces correspondances, ils se virent parvenir un courrier du réseau canadien leur stipulant que le mot d'ordre de ces échanges avec les humides était le secret. Les bénéficiaires de ces courriers ne devaient en aucun cas parler de cette correspondance en public, sous peine de perturber les résultats de l'étude humide. La divulgation des courriers et enregistrements téléphoniques permit aux chercheurs, sociologues, scientifiques et ufologues d'apprendre une multitude de connaissances quant à ces mystérieux visiteurs. En effet, les informations transmises par les humides, extrêmement précises et techniques, nous dévoilent tous les secrets de cette civilisation extraterrestre. Les courriers reçus dans le monde entier, riches d'informations scientifiques de haut niveau, étaient enrichis de nombreux croquis et plans permettant une analyse poussée de ces informations. Alors, d'abord, je voudrais préciser une chose, c'est en accord avec ma direction générale, je parle au nom de Jean-Pierre Petit, directeur. Et non pas du CNRS, on est d'accord. Et non pas du CNRS, bon, je suis absolument pas marginal. Et ensuite, je veux dire, bon, enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous. Ma position, moi, c'est que j'ai étudié pendant 15 ans un dossier, j'ai planché sur les données scientifiques qui étaient dedans, et j'en ai sorti une solution de l'équation d'Einstein, de la relativité générale. Donc c'était un travail d'un assez haut niveau, et j'aurais pas pu faire ce travail-là si j'avais pas eu ces données scientifiques présentes dans ces textes. Donc ceci, plus un certain nombre de faits qui sont racontés dans le livre, me laisse à penser que la probabilité pour que ce dossier soit d'origine terrienne me paraît faible. Vous voyez, la position des scientifiques, c'est pas je crois et c'est pas le présent. La probabilité me paraît faible. Maintenant, si un jour on pouvait m'amener les 5 PP cosmologistes qui sont amusés pendant 28 ans à envoyer des documents et des informations scientifiques à titre de farce, vous ne seriez pas gêné d'être confronté
bien, je dirais, voilà, bon, à ce moment-là, chapeau. vous m'avez manœuvré pendant 15 ans, chapeau. Simplement, je pense qu'il est peu probable que ça se produise. Mais... Alors, expliquez-moi pourquoi, parce que c'est vrai que votre théorie est très séduisante, bien entendu, mais pourquoi vous êtes persuadé que cette arrivée donc des extraterrestres s'est passée en 1950, pas très loin de Digne, etc. Ça n'est pas étonnant. Je suis pas persuadé. Vous voyez, Ah bon. il y a un tas de papier qui fait 1500-2000 pages, dans lequel il y a deux choses. Il y a un aspect, si vous voulez, anecdotique, avec ce que ces textes racontent. Nous sommes arrivés en 50, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Ça, j'ai aucune preuve que ce soit vrai. Maintenant, la seule chose que je dis, moi, c'est que là-dedans, il y a des informations scientifiques de très haut niveau, solides, que la présomption donc du canular grossier me paraît peu probable, que la manipulation par un organisme genre CIA aussi me paraît peu probable, et puis de quel côté qu'on tire les ficelles de ce dossier, on trouve des choses assez curieuses. Alors, vous savez comment sont les journalistes, ils aiment recouper leurs sources, j'imagine Oui. qu'un scientifique fait la même chose. Est-ce que vous êtes persuadé de l'origine de vos sources? D'abord, comment vous arrivent ces papiers, ces informations, ces messages? Je veux dire que ça a commencé il y a 15 ans. Un de mes collègues, qui est astronome, m'a dit, tiens, j'ai une vingtaine de feuillets, tapez la machine en espagnol. C'était Claude Poher du CNES qui s'était procuré ça. Et regarde, c'est assez amusant. Ce sont des dossiers qui sont signés par des gens qui prétendent venir d'une autre planète. Alors moi, j'ai accueilli ça avec le sourire. Je me suis plongé là-dedans et j'ai trouvé des informations technico-scientifiques qui me paraissaient relativement solide. Bon, j'en parle dans le livre sur des choses concernant la résistance des matériaux, la mécanique des fluides, etc. Alors, j'ai été tenté d'aller plus loin, et puis j'ai commencé à sortir de ça un petit peu d'informations scientifiques. Ça a orienté mes travaux. Puis je vous dis, j'aurais jamais rien publié si j'avais pas fait ce coup en 88-89 sur la relativité générale. Je veux dire qu'il y a quand même une chose, c'est qu'en 6 mois, je me suis recyclé en relativité générale et j'ai sorti un boulot, je dirais au top niveau dans le domaine, en 6 mois. C'est un peu court. Alors, donc ça ne se produit que quand on connaît la solution. Alors ça, on est bien persuadé de la qualité de vos travaux scientifiques. D'ailleurs, tous vos collègues le reconnaissent. Il n'y a jamais eu de contestation. Jamais personne nous a téléphoné en disant cet homme est un farceur. Mais là, quand vous nous dites que le 28 mars 1950 à 4h16 GMT sont arrivés dans les Alpes de Haute-Provence, aujourd'hui près de Digne, des petits hommes verts, qui n'étaient pas verts d'ailleurs du tout, mais qui sont des humides, des extraterrestres, on a besoin de vous croire. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui dis ça. Je veux dire, ce sont ces documents qui le disent. Moi, je suis scientifique, je fais une analyse de contenu. J'ai raconté ce qui se trouvait dans ces documents, mais en le présentant comme tel. Alors, on parle plus de vous, on parle des documents maintenant. Oui, on parle donc, ces documents vous disent que ces êtres sont restés sur Terre, ils sont repartis, et ils sont parmi nous. En faible quantité. Oui, quand on a un dossier comme ça, si c'est complètement farfelu, c'est pas crédible. S'il y a un contenu scientifique qui paraît un peu solide, alors à ce moment-là, examinons un petit peu ce que ça raconte. Alors ce que ça raconte, c'est une arrivée sur Terre en 50, et puis une pénétration du système social terrestre, migration en Espagne, avec un certain nombre de choses qui sont racontées aussi dans le bouquin de Martin Castello. Qu'est-ce qui vous fait dire maintenant que les humides sont plutôt blonds et pas verts comme on croyait, qu'ils sont plutôt petits, qu'ils n'ont pas le sens artistique, qu'ils font des... Ça, je veux dire, il y a toute une description donc dont ils sont les auteurs, hein. On n'est pas allé sur place pour vérifier, quoi. Donc pigmentation de la peau, la taille, je crois qu'on n'en parle pas. Et moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Simplement, je trouve que derrière tout ça, il y a quelque chose qu'il faut décider, quoi. Qui sont les auteurs de ces documents? Vous dites quand même qu'ils ont une voix nasillarde, donc ils ont. Oui, alors ils expliquent dans dans un texte que les sons sont pas produits avec des cordes vocales, mais avec des replis pharyngés, et ça explique pourquoi à ce moment-là les fréquences sont différentes et pourquoi la production de son est différente. Ça cadre d'ailleurs avec cet enregistrement qu'on a entendu, quoi. Alors vous dites qu'ils ne sont pas très artistes, en effet, donc ils ont peu le sens artistique, mais qu'en revanche ils se livrent à des concerts d'odeur, parce qu'ils ont le sens olfactif. Je crois que là ils se trompent complètement sur ce que c'est que l'activité artistique, parce que les concerts d'odeur c'est plutôt un truc sensuel, hein. Je veux dire, c'est pas exactement... Moi j'ai pas beaucoup assisté à de concerts. Non, mais je crois que, je veux dire, dans ces documents il y a une chose amusante, c'est qu'il y a pratiquement pas de métaphore, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas d'imagination, il n'y a aucun humour. C'est dur d'écrire 500 pages comme ça, sans aucun humour. Il n'y a pas d'art plastique, il n'y a pas d'art musical. Alors je crois qu'ils se sont dit, bon, on sait quand même faire des trucs avec les odeurs, donc ça doit être ça qu'on appelle l'art. Bon, alors ils ont une voix, ils ont un alphabet aussi, on va le voir un petit peu comme ça en titre avec Renaud Levanquim. Et pendant que vous voyez cet alphabet, là vous avez pu le déchiffrer ou vous avez des idées? Rien du tout, je veux dire qu'il y a des ethnolinguistes qui se sont mis là-dessus, on s'amusait. Moi j'avoue, à chacun son métier. Je veux dire, dans cette masse, il y a des informations, mais dans tous les domaines. Je suis pas biologiste, donc j'ai pas commenté les documents de biologie. Moi j'ai commenté strictement ce sur quoi j'étais intervenu, c'est tout.
Étudions point par point les spécificités des humites. Loin des stéréotypes de petit homme vert ou de pieuvre extraterrestre de la science-fiction des années 50, l'apparence physique externe des humites est en tout point semblable à celle des humains. Ce sont des humanoïdes, bipèdes, dépourvus de poils sur l'ensemble du corps, à l'exception du sommet du crâne recouvert de cheveux. Les humites ont toutefois une caractéristique propre à leur espèce. Si les humains comptent plusieurs ethnies arborant un épiderme de couleur variable en fonction des régions, les habitants de la planète Oumo sont tous semblables. Leur peau est très pâle, leurs cheveux blonds et leurs yeux bleu clair. Cette apparence physique leur donne un aspect extrêmement ressemblant avec les ethnies du nord de l'Europe, de type scandinave. Les principales différences physiques entre les humites et les humains se situent au niveau de la biologie interne des individus. En effet, si les hommes communiquent de façon verbale en utilisant leur corde vocale, les humites en sont incapables. À l'adolescence, les habitants de la planète Oumo perdent la capacité d'utiliser cet organe très peu utile sur leur planète. Les communications téléphoniques, enregistrées lors des échanges vocaux avec des humites, résultent de l'utilisation de replis pharyngés afin de pouvoir émettre des sons. Cette technique, leur permettant de parler, a pour conséquence d'avoir une diction hachée, prononcée syllabe par syllabe avec une voix nasillarde. Il est également important de noter que si le sens premier des humains est la vue, celui des humites est l'odorat. Les odeurs ont donc une importance capitale chez ces individus, au même titre que la culture visuelle est indissociable de l'humanité. La planète Oumo est 1,2 fois plus grande que la Terre et pratiquement 2 fois plus lourde. Elle en est éloignée de 14,4 années-lumière et se situe dans la constellation de la Vierge. Cette planète possède la particularité d'orbiter autour d'une étoile double, et la gravité y est légèrement plus élevée que sur Terre. Oumo est un astre rocheux, orbitant autour de son étoile principale en un peu plus de 230 jours. Sa rotation sur elle-même s'effectue pour sa part en un peu plus de 30 heures terriennes. Et 1 heure sur cette planète lointaine équivaut à un peu plus de 77 minutes terriennes. Ces unités de temps ne sont nullement celles utilisées par les humites. Il s'agit de la retranscription des mesures terriennes adaptées aux caractéristiques de la planète Oumo. La planète Oumo a pour particularité de ne posséder qu'un seul et unique continent, agrémenté de quelques archipels. Cette planète possède ainsi une face continentale et une face océanique. Oumo possède très peu de hautes chaînes de montagnes, mais plus de collines. On y recense quelques volcans, mais la principale différence géologique avec la Terre reste son absence de dérive de continents. Son atmosphère particulière et sa position astrale offrent de gigantesques et magnifiques aurores boréales, plus nombreuses et surtout beaucoup plus étendues que sur Terre. La diversité biologique de la planète Oumo est extrêmement réduite par rapport à celle de la Terre. L'explication tiendrait dans le fait que les conditions différentes d'exposition aux radiations solaires réduisent les mutations génétiques et donc la biodiversité. Les habitants de la planète Oumo possèdent une technologie extrêmement avancée. Ils maîtrisent non seulement les voyages interplanétaires, mais également la possibilité de passer d'un univers physique à un univers gémellaire à vitesse de la lumière variable, pouvant ainsi voyager dans le cosmos à des vitesses supérieures à celles de la lumière. De nombreux plans, fournis avec les lettres, traitent de leurs vaisseaux spatiaux. Les multiples détails permirent ainsi aux chercheurs humains, comme le russe Andreï Zakharov ou le français Jean-Pierre Petit, de mettre au point la technologie connue sur Terre comme la MHD, pour magnéto-hydrodynamique, ou l'art de se déplacer dans un fluide sans générer d'ondes de choc. Outre ces informations extrêmement détaillées et précises sur le plan scientifique, ces courriers offrent une multitude de détails sur la technologie quotidienne des humites. Par exemple,
Les véhicules se déplaçant sur le sol de la planète Humo ne comportent pas de roues, mais un système de bras hydrauliques motorisés semblable au déplacement des insectes. Les lits des humites, par exemple, sont à usage unique et générés chaque jour avant d'être désagrégés après le réveil. Ils sont constitués d'une sorte de mousse biodégradable reposant en lévitation sur un socle magnétique. Mais le plus surprenant dans la technologie humite reste certainement leur maîtrise des nanotechnologies. En effet, les habitants de la planète Humo sont passés maîtres dans l'art de produire des instruments mécaniques de la taille d'une molécule. La miniaturisation extrême de ces machines diverses leur permet de produire ou de décomposer des éléments physiques en modifiant les différents atomes et molécules qui les composent, comme un enfant jouant avec des briques de construction. Cette technologie avancée leur donne ainsi la possibilité de créer toute matière physique comme la nourriture, les vêtements ou divers matériaux sans nécessiter l'utilisation d'usines ou de machinerie massive. Les nanotechniciens mécaniques humites puisent ainsi dans des réserves de molécules ou d'atomes afin de générer la matière physique désirée. Par exemple, pour fabriquer de l'eau, la nanotechnologie des humites va utiliser une molécule d'oxygène sur laquelle 2 molécules d'hydrogène vont être greffées. Le résultat sera la création d'eau à partir de molécules simples. La technologie des humites est donc à nos yeux extrêmement avancée. Elle leur permet de voyager d'une planète à une autre en passant par un univers jumeau, de se déplacer à des vitesses supersoniques sans générer d'ondes de choc, et de créer de la matière physique à partir d'un assemblage de molécules simples. Si l'apparence physique et la planète des humites sont relativement proches de ce que l'on connaît sur Terre, leur civilisation et son fonctionnement social n'a pour sa part rien à voir avec celui des humains. Les habitants de la planète Humo, tels que décrits longuement dans leurs lettres, forment une société unie et stable. L'intérêt collectif domine quoi qu'il arrive, et le ressenti personnel des individus reste secondaire. Les humites sont un peuple sage, humble, très érudit et terriblement respectueux. Discret et pacifique, leur devise pourrait être « Pour être heureux, vivons cachés ». À l'opposé de la vision matérialiste humaine, basée sur la consommation et la possession de biens, les humites se limitent à ce qui leur est strictement nécessaire. Ils apportent plus d'intérêt à la méditation et à la réflexion qu'à l'accumulation inutile de biens et de matériel de consommation. Ce faisant, la pensée et la réflexion, qu'elles soient individuelles ou collectives, ont une part extrêmement importante dans la société humite. Le réseau social des habitants de la planète Humo est également très différent de celui que nous connaissons sur Terre. Si les humains voient leur réseau social s'étendre à la famille et aux milieux socio-professionnels, les humites ont pour leur part un réseau social complexe, regroupant l'ensemble du peuple humite. Chaque individu partage ainsi ses expériences, ses connaissances et son savoir avec le reste de la population, participant à l'unification de l'identité humite et à l'intérêt collectif. Les habitants d'Humo n'agissent jamais seuls ou de leur propre initiative. Ils respectent scrupuleusement les lois hiérarchiques en vigueur, visant toujours à valoriser l'intérêt de la société humite. Le groupe dans son ensemble ne doit jamais être secondaire face à l'individualisme. L'une des nombreuses différences du réseau social humite, comparé à celui des humains, est celui de la peine judiciaire. Si les humains se voient généralement contraints à une peine d'emprisonnement, enfermés dans un environnement clos, étroit et généralement sombre à l'égard du reste de la société, les humites, quant à eux, ont développé un châtiment radicalement différent. Les habitants d'Humo, jugés de fautes graves, se voient alors enfermés dans une enceinte transparente, exposés à la lumière du jour, au regard de tous et complètement nus. Cette punition semble être pour ce peuple une humiliation totale, seule façon de racheter la faute commise aux yeux de la société humite. Un autre point du fonctionnement social de ce peuple extrêmement différent de celui des humains est la prépondérance à la capacité des individus. En effet,
Si sur Terre, l'âge et le sexe prédominent quant au choix de la position hiérarchique dans le milieu professionnel, sur Humo, seules les capacités des individus sont prises en considération. De ce fait, il est totalement possible et courant chez les humites de voir par exemple une jeune femme de 19 ans commander et être responsable d'un groupe d'hommes de 40 ou 50 ans, à partir du moment où ses capacités et ses connaissances démontrent que ses compétences leur sont supérieures. Ce dernier exemple démontre clairement la priorité pour les humites de la réussite du groupe par rapport à celle de l'individu. L'affaire Humo est donc aussi complexe que passionnante. Si personne n'a été en mesure depuis plus de 40 ans de prouver que ceci était parfaitement authentique, personne n'a pour autant pu démontrer que cela résultait d'un gigantesque canular. Précisons tout de même que des études poussées réalisées par des experts dans les domaines de la biologie, de la cosmologie, de la physique et de la linguistique ont toutes démontré que les explications fournies dans ces documents étaient parfaitement réalistes et cohérentes. Libre à chacun de se forger son opinion quant à ce dossier Humo. Mais les centaines de lettres envoyées de par le monde et les multiples informations qu'elles contiennent ont directement influencé les recherches et les connaissances des hommes dans les années 70 et 80, avec des résultats novateurs en physique, en cosmologie et en mécanique. Vous allez maintenant entendre une voix enregistrée en 1966 à Madrid. Il s'agit d'une brève conversation téléphonique en espagnol d'origine humite. Cette séquence sonore fut analysée en 1975 par un expert acoustique, qui démontra que la voix que l'on entend n'est pas d'origine humaine. Si cet enregistrement date bel et bien de 1966, la technologie humaine de cette époque ne permettait pas de synthétiser une voix. Ce que vous venez d'entendre pourrait donc bien être la preuve de l'authenticité de l'affaire Humo.